Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Une activité rémunératrice ? Un moyen d'épanouissement ? Ou un engagement social ? Une corvée peut-être ? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Au boulot. Salut Furvan, comment ça va ? Salut Doud, bah écoute très bien, nickel. Pour les auditeurs et auditrices, on t'appelle Furvan, c'est ton pseudo. Tu es sous pseudo aujourd'hui parce que tu n'as pas forcément envie de mettre ton vrai nom en avant d'une part. Et puis, tu nous expliqueras ça plus en détail après, mais tu travailles pour l'État, tu es fonctionnaire. Tu travailles dans l'éducation nationale et donc tu as un droit de réserve. Exactement, ouais. Être sous pseudo, ça ne veut pas dire que tu vas sacrifier ton droit de réserve et raconter n'importe quoi, mais c'est juste plus simple en termes d'équilibre pour toi, j'imagine. En fait, ça me permettra peut-être d'aborder des choses de manière plus concrète, sans avoir de pression hiérarchique, quoi. C'est surtout ça. Eh ben écoute, super, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours pro si tu veux bien. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et moi en fait je suis enseignant depuis maintenant, alors laisse-moi réfléchir, depuis maintenant 8 ans. Je suis enseignant et directeur d'école. Pour être précis, j'ai toujours été enseignant-directeur d'école. J'ai commencé avec cette fonction-là. Et actuellement, je suis sur une toute petite école, puisque c'est une école de classe. Donc, j'ai une seule collègue. On travaille très bien tous les deux, je te dirais. Donc, c'est assez chouette d'être dans une petite équipe et que ça se passe bien. Mon parcours à la fac, moi, ça a été plutôt un parcours lettres modernes. Donc, j'ai travaillé pas mal sur la littérature de jeunesse, notamment. Ok. Et puis par la suite, en fait, je me suis orienté vers le métier d'enseignant. Ok, directement après la fac, tu as passé le concours, c'est quoi ? C'est le CAPES pour les... Non, c'est pas le CAPES, les professeurs des écoles ? Non, c'est le CRPE. CRPE, ok. CRPE pour concours de recrutement aux professeurs des écoles. Tout simplement. Tout est dans le nom. Tu l'as eu du premier coup ? Ouais, du premier coup. Bravo. Merci. Du premier coup. Et en fait, c'était une année où effectivement, il n'y avait pas forcément beaucoup de place en plus. Donc, j'en suis assez content. On était, je crois, de souvenir 2000 inscrits et il y avait 200 places. Ah oui, quand même, ok. C'est national, 2000 inscrits, 200 places ? Non, c'était départemental. Ouais, c'est ça, parce que je me disais, ça fait très peu. Ouais. En fait, c'était une période assez faste au niveau du recrutement. Ça attirait encore beaucoup de monde. Ok. Et c'est vrai que c'était... Ouais, t'avais 10% de chance de l'avoir, quoi. Tu dis, ça attirait encore beaucoup de monde ? Le « encore », je pense, qui veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux détailler un peu là-dessus ? Ouais, tout à fait. En fait, on était effectivement dans une période faste parce que ça fait quelques années qu'on est dans une crise du recrutement. C'est un métier qui attire de moins en moins les étudiants. Est-ce que c'est le métier de professeur des écoles qui attire moins ou est-ce que c'est le métier de prof de manière générale, que ce soit maternelle, collège, lycée et plus ? Et de ce que j'en ai compris en lisant pas mal d'articles à ce sujet-là, ça doit être le métier de prof en général. Ok. Mais parce que c'est les conditions d'exercice, je pense, qui sont difficiles aujourd'hui. Tu vois, moi, je suis là depuis 8 ans et je fais déjà en fait le comparo entre le début et actuellement. Il y a de moins en moins de moyens en fait qui sont alloués. Et puis il y a un public qui est de plus en plus difficile, notamment parce que on a récupéré pas mal d'enfants qui ont des problématiques de vie assez spéciales et on n'est pas forcément toujours formé pour ça. Nous, on les accueille avec plaisir, mais c'est vrai qu'on n'est pas formé au handicap, par exemple. Tu dis il y a un public plus difficile, ça j'imagine que c'est une réalité qui est locale à ta situation, c'est pas quelque chose c'est pas une tendance nationale. Et je pense que, tu vois, pour avoir pas mal investigué sur ce sujet-là, justement, pour savoir si c'était local ou plutôt national, je pense que c'est plutôt national, au contraire. Ok, donc il y aurait quelque chose, j'ai pas l'explication, hein, je suis pas sociologue et j'ai pour le coup moi pas creusé le sujet, mais il y aurait quelque chose qui, peu importe la raison, génère une proportion d'enfants avec des problématiques de vie qui demandent plus de travail et plus de temps de la part des professeurs et des encadrants, supérieure à ce qui se passe dans le passé. Ouais, tout à fait. À la fois pour ce sujet-là et à la fois tu disais, tu vois la différence entre il y a 8 ans et maintenant. Est-ce que tu vois un moment où les choses changent ou est-ce que c'est quelque chose de progressif au fur et à mesure du temps ?
C'est surtout, ouais, ça a été progressif, mais c'est en raison, je te dirais, et là je m'éloigne de mon droit de réserve, mais c'est pas un problème. C'est en raison surtout des politiques qui ont été menées, si tu veux, au cours de ces 8 années. Ok. Il y a eu un petit peu comme avec l'hôpital public, si tu veux, il y a eu un délitement quoi, de ce service public-là. On nous a progressivement donné moins de moyens pour travailler. Et donc, on est un service public qui actuellement est en train de devenir défaillant sur certains points. Tu vois, notamment sur l'accueil des enfants en situation de handicap. On est censé avoir des aides humaines qui sont au contact de ces enfants-là. Et malheureusement, c'est très très rarement le cas. C'est les AESH, ça, ou c'est encore autre chose? Ouais, les AESH, ouais. C'est parce que du coup, il n'y a pas assez de monde pour occuper les postes d'AESH dont il y aurait besoin pour encadrer les enfants. C'est ça, en fait, si tu veux, c'était autrefois, c'était dans les instituts spécialisés qu'ils étaient placés, ces enfants-là. Donc, tu avais des hôpitaux de jour et puis des ITEP. Alors, ITEP, c'est quoi l'acronyme? Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Super. C'est des instituts dans lesquels il y a très peu d'enfants qui sont scolarisés. Enfin, c'est des toutes petites classes, entre 5 et 6 élèves, généralement. Ok. Mais tu as un suivi médical qui est constant, qui est présent à chaque moment de la journée de l'enfant. Donc c'est un gros plus, par exemple, quand tu as des enfants qui sont en situation de handicap, type autisme, type handicap lourd. En fait, c'est important d'avoir une personne avec eux toute la journée. Ouais, bah, bien sûr. Et tu vois, de plus en plus, en fait, les ITEP ferment parce qu'il y a peu de moyens qui sont alloués par l'État à ces établissements-là. Et ces enfants-là, ils se retrouvent dans nos classes traditionnelles. Ok, même pas dans une école avec une structure spécialisée type CLIS ou autre, quoi. Non, parce que pareil, en fait, il n'y a pas assez d'Ulysse. Tu vois, aujourd'hui, on appelle ça des Ulysses. Il n'y en a pas assez sur le territoire national, et puis il y a une trop forte demande, quoi. Donc toi, tu vois la source dans un tas de décisions politiques et de réalités qui en découlent. Ouais. Pour autant, la réalité politique fait qu'évidemment, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années et qui est malheureusement continu dans sa descente. Ouais, tout à fait. Tu vois, au niveau sociologique, en fait, il y a des sociologues qui travaillent aussi sur la réalité du métier pour les enseignants. Et autrefois, ils se rendaient compte que les enseignants ne changeaient jamais de métier. Et en fait, il y a une nouveauté chez ce public enseignant, c'est de changer de métier plusieurs fois au cours de sa vie, en fait. Tu n'as pas pu encore écouter l'épisode qui te précède, puisqu'il n'est pas encore publié. Mais Mathieu parle aussi alors, il n'en parle pas tellement comme ça, il l'évoque au milieu d'une phrase, le fait que le statut social, la perception du statut social des professeurs a aussi beaucoup changé. On va dire, sur une tranche large, sur les 30-40 dernières années, c'est vraiment plus du tout la même vision qu'on a aujourd'hui du professeur que ce qu'on a pu avoir il y a 40-50 ans même. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je le rejoins là-dessus, en fait. Mais parce qu'à une époque, je pense que l'enseignant, c'était aussi un notable du village, quoi. C'est exactement les mots qu'il a utilisés. Ouais, bah tu vois, on se rejoint effectivement. T'as eu le concours du premier coup. Alors comment ça se passe déjà? Est-ce que c'est toi qui choisis si tu le passes uniquement pour un département? Est-ce que tu le passes national mais tu fais des vœux pour un département puis tu peux le refuser? Explique-nous un peu, pour ceux qui connaissent pas, comment ça marche un peu le concours de professeur des écoles. Eh ben écoute, c'est un concours qui est en plusieurs étapes, d'abord. Moi, quand je l'ai passé, parce que ça a changé très récemment, quand je l'ai passé, en fait, tu avais déjà une masterisation à obtenir. Il fallait que tu passes ton master, un master spécialisé en sciences de l'éducation. Tu pouvais pas arriver avec un master pas lié à la science de l'éducation et tenter le concours? À mon sens, ah si peut-être, oui effectivement, tu pouvais peut-être passer le concours en candidat libre. Oui, exactement. Tu avais aussi la possibilité quand tu étais parent de 3 enfants. Et ça, c'était très étonnant, mais enfin, nous, ça nous étonnait beaucoup quand on l'a passé. Quand tu étais parent de 3 enfants, tu avais le droit de prétendre à un statut de professeur des écoles. Mais bon, en tout cas, il y avait des mamans, aucun papa à ma connaissance, tu vois, mais des mamans de 3 enfants qui passaient le concours avec nous. Donc bon, elles étaient accueillies sans aucun problème dans nos formations, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est vrai que ça nous étonnait, quoi. Et donc tu passais ce concours à l'issue de ton master,
Enfin, c'était même plutôt à la première année du master. Donc, tu avais encore le master à valider après le concours, ce qui pouvait être un peu tendu. Ok, parce que tu peux rater ton master alors que tu es en train de commencer à passer le concours. Ok, Ouais. ça doit mettre une petite pression quand même. En fait, tu peux avoir ton concours, mais ne pas avoir ton master derrière, tu vois. Et du coup, ça te invalide ta place de concours, j'imagine. Ouais, exactement. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais ça doit être assez frustrant pour ceux à qui ça arrive. Ah ouais, mais tout à fait. Il y en avait en fait dans nos formations, ouais, effectivement, qui étaient là parce qu'ils avaient loupé soit le master, soit le concours. Et ouais, ça doit être terrible, effectivement. Et donc, toujours est-il qu'en fait, si tu veux, tu as une première partie du concours qui est une partie écrite, sur laquelle tu vas être interrogé plutôt sur du français et des maths. Ok. C'est du français et des maths, mais qui sont à hauteur d'enseignants du primaire, quoi, disons. On rebrasse surtout des choses qu'on fait en classe avec nos élèves. Et tu as surtout une partie didactique, en fait, du français et des mathématiques qu'il va falloir amener. Donc la didactique, pour le préciser, c'est comment apprendre aux élèves. C'est ce qu'on appelle la pédagogie, peut-être? Ouais, tout à fait. C'est à peu près la même chose. C'est une façon, effectivement, d'amener un sujet aux élèves. C'est ça qui diffère avec un concours normal, j'imagine. Et une fois que tu as validé cette première partie, où il faut que tu aies la moyenne, mais qui était située à 12. C'est la moyenne par rapport aux résultats des participants, plus que la moyenne dans le sens le milieu de ce qu'il y a sur la note maximale qui doit être 20. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et puis, je pense que comme on était, comme je te disais, dans une période assez faste de recrutement, peut-être qu'ils avaient rehaussé un peu les standards. Ok. Donc, une fois que tu as passé cette première partie, tu passes une seconde partie qui est entièrement à l'oral, pendant laquelle tu vas avoir 3 oraux différents. Tu as un premier oral qui dépend de la spécialisation que tu as choisie pendant ton master. Donc, tu te spécialises dans une branche pour pouvoir faire ton mémoire dessus après. Ok. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'étais parti sur de l'histoire-géographie parce que ça me bottait bien et parce que le prof avec qui je voulais travailler faisait de l'histoire-géographie. Et donc, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir choisir quel niveau de classe j'allais pouvoir prendre en histoire-géographie. Donc, moi, je m'imaginais déjà, tu vas partir sur du CM1, CM2 et puis partir sur la guerre des Gaules. Ouais. Et finalement, on m'a dit que non, ça serait forcément de la maternelle, parce que j'allais être affecté en maternelle pour mes stages. C'est ça, j'allais dire, de toute façon, toi tu passes le concours, mais le concours il te donne le droit d'avoir un poste de professeur des écoles, mais tu choisis pas pendant le concours les niveaux sur lesquels tu veux enseigner. Ça, c'est une réalité de poste qui vient après. Ouais, tout à fait. Et là, en fait, le choix de la maternelle, c'était vraiment parce que selon le calendrier des affectations en stage, on allait nous positionner soit dans une école, soit dans une autre. Ok. Et donc, moi, on m'avait affecté en maternelle, donc j'ai quand même conservé histoire-géographie et j'ai travaillé plutôt sur la notion du temps en maternelle, puisque ça avait du sens avec l'histoire. Et donc, on a travaillé sur cette notion du temps scolaire plutôt, c'est-à-dire les moments de la journée avec les petits, où en fait la question qui revient souvent chez les petits, c'est quand est-ce que c'est l'heure des papas et des mamans. Ouais, il y a cet âge où est-ce qu'on est le matin, est-ce qu'on est l'après-midi aussi. Ouais. J'ai souvenir de ça avec ma grande. C'est assez drôle d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement, c'est assez rigolo. Donc, moi, j'avais travaillé sur une horloge du temps en maternelle avec les élèves. Et c'est ce que j'avais remobilisé, en fait, dans le cadre du concours. Ça, c'était ma première épreuve orale, en fait. Il y a donc une épreuve d'histoire. Le stage qui t'a été donné, c'est un stage dans une classe maternelle, mais alors l'école dans laquelle tu as été positionné, le choix de l'école, je parle surtout géographiquement. Mhm. Comment c'est décidé dans quelle école tu vas être affecté en fait à ce moment-là? Et ben là, en fait, comme c'était dans le cadre du master, en fait, c'était choisi en fonction du lieu de formation dans lequel tu venais apprendre à être prof. Donc, moi, c'était dans la ville dans laquelle il y avait le centre de formation pour les enseignants. Mais il y a assez d'écoles qui peuvent accueillir des professeurs stagiaires. Ouais, parce qu'en fait, ça se faisait pas du tout comme ça se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ils sont en train de repenser les modalités du master pour que les futurs enseignants aillent dans des classes plus souvent. Ok. Nous, c'était pensé avec des stages filés où tu y allais une seule fois par semaine. Ok, tu faisais un stage sur une longue durée, mais une journée par semaine.
Ouais, une journée par semaine et t'en avais un autre avec une semaine complète, mais c'est tout. Ce qui fait qu'en fait, dans un master complet, nous, on avait que 2 à 3 semaines de stage en école. Ok, cumulé, tu veux dire que tu avais une quinzaine de jours effectifs en école. C'est ça. Le reste, en fait, c'était pas du tout de la connaissance du terrain. C'est du théorique, quoi. C'était que du théorique, voilà, exactement. Ça paraît fou, ça fait peu de pratique pour te lancer dans le métier, en fait, après. Très très peu, effectivement, mais tu vois, j'y reviendrai après, tu verras, c'est intéressant justement, ce que ça amène derrière. Et donc, en fait, voilà, tu as cette première épreuve, tu as une seconde épreuve sur du sport. Enfin, en tout cas, moi, c'était du sport. Une épreuve, alors moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur quelque chose que j'avais déjà fait en école, mais il faudra que je te précise après peut-être quelles étaient, moi, mes modalités particulières quand j'étais en master. Je suis tombé sur un sujet, c'était comment apprendre aux enfants à nager en CP à la piscine. Ok, donc on est sur du sport dans le sens pédagogie du sport et pas dans le sens toi, tes capacités sportives. Ouais, exactement. À chaque fois, c'est vraiment orienté en direction de l'élève. Ok. Et puis, il y avait une troisième épreuve qui est un oral professionnel. On va te poser des questions sur ta connaissance du métier, ta connaissance des concepts liés à l'éducation nationale proprement. Donc là, on est sur des concepts qui sont moins théoriques générales de la pédagogie qu'on pourrait dire de manière internationale ou peu importe. C'est vraiment des spécificités nationales à l'éducation nationale. Exactement. Avec, alors tu pouvais tomber sur n'importe quoi. Ça pouvait être lié à l'histoire de l'éducation nationale, mais aussi à des choses que tu allais rencontrer dans ta pratique, c'est-à-dire comment s'organise un conseil d'école, par exemple. Qu'est-ce que c'est un conseil des maîtres, tu vois. Et moi, je suis tombé sur une épreuve qui m'a bien avantagé parce que le matin même, en fait, je passais à 6h30 du matin. Ouf, c'est violent ça. C'est très tôt. Je pense que j'étais vraiment au tout début de la liste. Et en fait, les personnes qui t'accueillent pour les oraux, c'est que des retraités de l'éducation nationale. Donc, tu vois, ça montre aussi l'attachement que tu as à ton métier quand tu es enseignant. Ok. Et donc, moi, j'étais tombé sur quelque chose que j'avais lu le matin même en me levant. Je m'étais promis, en fait, de faire ça en me disant, on sait jamais, ça peut être le jackpot ultime, quoi. J'avais été sur un site qui s'appelle EduSchool. C'est un site que tous les enseignants connaissent. C'est un peu notre bible sur Internet dans laquelle tu trouves absolument tout. Et sur EduSchool, le matin même, je lis une nouvelle parution, un truc qui vient de paraître à 6h du mat, quoi. Ok, donc déjà, tu te dis le matin, tu as une épreuve à 6h30, plutôt que d'être frais pimpant, tu vas aller te lire un article. Et en plus, c'est un article qui a été publié le matin même. Exactement. Les étoiles s'alignent quand même. Ah, c'est incroyable. Non, vraiment, j'ai eu énormément de chance. Génial. Et je suis tombé sur un article sur le conseil école-collège. Un truc qui, à l'époque, n'existait absolument pas. Donc, c'était quelque chose qu'on venait d'instaurer. En fait, c'était pour faire le lien entre les enseignants du CM2 et les enseignants de 6e. Pour assurer une transition pour les élèves, j'imagine, un peu plus douce. Exactement. Et donc, je lis cet article-là, je regarde les modalités un peu de ce nouveau conseil. Et puis, je vais passer mon épreuve dans la foulée. Et en fait, on m'interroge justement sur le conseil école-collège. Incroyable. Donc, le truc de fou, quoi. Et je sors exactement, je débite évidemment ce que j'ai lu une demi-heure plus tôt, quoi. J'explique en fait, voilà, sur EduSchool ce matin, j'ai lu un article qui traitait de ça justement. T'as quand même eu l'honnêteté de dire que c'est ça, c'est un truc que t'as lu. T'as pas essayé de t'approprier quelque chose que t'as lu le matin. Ok. Non, non, du tout, effectivement. Et justement, l'inspectrice qui était en face de moi, parce que là, c'était une inspectrice qui m'interrogeait, me regarde avec des yeux, mais vraiment, tu vois, éberluée, quoi. Et elle me dit, mais j'ai pas du tout connaissance de ce que vous dites. Fallait se lever une demi-heure plus tôt pour aller sur EduSchool, madame. Ouais, c'est ça. Je dis, prenez votre portable, allez vérifier sur EduSchool, tu vois, avec Énorme. énormément d'aplomb, quoi. Alors, je sais pas d'où ça me venait, tu vois. Donc, elle prend son portable, elle regarde sur EduSchool et effectivement, elle tombe dessus, quoi. Mais elle était, elle était choquée de voir que effectivement, je connaissais plus qu'elle sur le conseil école-collège ce jour-là. Et donc, je suis sorti effectivement de cet oral avec une super note et je pense que ça m'a assuré une bonne place au concours après, quoi. T'as la note directement sortie de l'oral ou il y a un délai et t'as aucune idée de... Non, du tout. Et en fait, c'est hyper stressant. Bah ouais. T'attends en fait même, enfin, de mémoire, ça doit être une semaine avant d'avoir les résultats. Et voilà. Donc, pour cet oral-là, je crois que j'ai eu, il me semble que j'ai eu 19 sur l'oral professionnel. Waouh.
Parce que vraiment, je pense que j'ai bluffé le jury avec ça, quoi. Mais j'ai eu vraiment de chance. Il y a une part de chance évidemment, mais c'est aussi ton professionnalisme et ton attachement à tout l'univers, en tout cas autour de l'éducation, qui fait que le matin même, tu t'es dit, ok, bah, je vais quand même prendre le temps d'aller sur EduSchool. Je pense qu'il y en a, je pense pas que ce soit une majorité qui ait le courage, surtout sur un oral à 6h30 du matin, de faire ce genre de choses. Ouais, non, effectivement. Non, c'est vrai que c'est pas classique, quoi, j'imagine. Effectivement, une part de chance, mais tout n'est pas non plus dans les bras de la chance. Est-ce que tu peux resituer hiérarchiquement au niveau de l'éducation nationale et toi ta position, l'inspectrice ou l'inspecteur, où est-ce qu'il se situe? Ouais, bien sûr. En fait, moi, je suis enseignant, mais enseignant et directeur d'école, déjà, je tiens à le dire, tu vois, c'est exactement le même niveau. Ce qui est différent, si je me trompe pas, d'un collège ou d'un lycée. Ouais, tout à fait. Le proviseur, c'est le supérieur hiérarchique des enseignants, mais le directeur est au même niveau que les enseignants de son école. Ok. Moi, je trouve que c'est très bien, parce qu'en fait, ça permet de ne pas avoir de supérieur hiérarchique au sein même de l'école, et donc de ne pas avoir les conflits qui peuvent se poser avec une hiérarchie qui est omniprésente. Ok. Tu vois, ça te permet aussi de gérer certains sujets différemment, j'imagine, de situer le supérieur hiérarchique des autres enseignants de l'école. Donc ça, c'est une première chose. En fait, l'inspectrice, c'est la supérieure hiérarchique de tous les enseignants et de tous les directeurs d'école. Donc, Il y a un inspecteur et une inspectrice pour combien d'écoles environ? Est-ce que c'est par zone géographique, circonscription, département? en fait, l'inspecteur ou l'inspectrice, c'est la personne qui est en charge toute une circonscription. Une circonscription, ça peut être assez vaste. Dans le coin où j'enseigne, en fait, c'est plus d'une soixantaine d'écoles. Quand même. Et au-dessus de l'inspectrice, tu as le directeur académique, Ok. et qui lui gère carrément toute l'académie. Donc voilà, c'est plusieurs centaines d'écoles. J'avais une question toujours par rapport à toi, ton parcours et ton concours. Donc tu l'as eu du premier coup, comme tu disais. Ouais. Est-ce que tu avais en tête un plan B si jamais tu ratais le concours? Qu'est-ce que tu pensais faire sur l'année qui allait t'attendre avant de pouvoir repasser le concours? C'est une fois par an, si je me trompe pas, il y en a peut-être deux? Oui, en fait, tu as, deux sessions de concours dans la même année. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai passé, c'était comme ça. Ok. Parce que, tu vas voir, c'est assez cynique. Quand tu loupes le concours dans une académie, bah, tu peux la passer dans une seule autre. Donc c'est ça, toi, le concours que tu as passé, c'est un concours pour ton académie. Ouais, exactement. C'est un concours académique. Si jamais tu loupais ce concours, on te repêchait en te disant bon bah t'as loupé le concours dans ton acad, mais tu peux aller passer le concours de Créteil. Ok, c'est spécifiquement eux qui te disent quelle académie tu as le droit d'aller réessayer. Et bah là, l'année où je l'ai passé, en fait, au national, on proposait l'académie de Créteil parce que j'imagine que c'est l'académie où il y avait le moins de participants. C'est souvent le nom qu'on entend, je sais pas si c'est un cliché, combien de temps ça a été vrai, parce que en tout cas ça l'a été au moins l'année où toi tu l'as passé. Mais c'est souvent le nom qu'on entend effectivement revenir dans ce genre de cas de figure. Est-ce qu'il y a une option de passer le concours de manière absolument nationale dès le début? Non, en fait, tu peux le passer que de manière académique. Ok, Et ce qui n'est pas vrai, par contre, pour le concours dans le supérieur ou dans le second degré, ok. eux, ils passent le concours au niveau national. Donc, en fait, tu peux être affecté après dans toute la France. Ouais, c'est ça qui vient compliquer après ton positionnement sur le concours. Ok. Donc, il faut que tu sois prêt à une mobilité assez grande, en fait, quand tu es dans le secondaire. Là, toi, tu as eu ta place de concours, tu as eu ton poste. Si jamais tu avais décidé, alors pas il y a 8 ans parce que c'était ton premier poste, mais mettons il y a 7 ou il y a 6 ans, de demander une mutation pour une autre académie, ou si tu le demandais maintenant, c'est quoi les modalités? En fait, tous les ans, si tu veux, on a des transferts interacadémiques qui nous sont proposés. Alors, je ne sais plus exactement à quelle période de l'année, mais je crois que c'est courant février, un truc comme ça. On te propose effectivement de partir dans une autre ACAD si tu en as envie, mais c'est pas si simple que ça. En fait, il faut que tu fasses une demande et ça peut prendre quelquefois des années entières avant que tu aies ce vœu, quoi. Il y a des gens qui, j'imagine, passent la moitié, facilement la moitié de leur carrière à demander une autre ACAD. Ouais. Je voudrais commencer à parler de vraiment sur ton parcours lui-même, parce que c'est de là qu'on est parti. Tu dis que tu es enseignant depuis 8 ans, directeur depuis 8 ans. Est-ce que tu veux bien nous dire à quel âge tu as commencé? Donc il y a 8 ans, quand tu as eu ton premier poste de directeur, tu avais quel âge? Eh ben écoute, quand j'ai passé mon concours du coup et que je l'ai eu du premier coup, j'ai eu la possibilité de faire des vœux géographiques. D'abord, tu vois, peut-être que ça peut être intéressant de le resituer pour tout le monde aussi. Ouais, bien sûr.
Les vœux géographiques, en fait, dans ton académie, tu peux choisir de lister les départements qui t'intéressent le plus dans l'ordre. Mais en fait, c'est assez stratégique parce qu'en fonction de la place que tu as obtenue au concours, il y a plus ou moins de places dans chaque département et donc tu es plus ou moins à même d'avoir le vœu que tu souhaites. Moi, j'avais des copains qui savaient qu'ils avaient eu une sale note au concours, mais qui l'avaient quand même. Et donc, qui avaient organisé leur vœu de manière à mettre ce qu'ils voulaient vraiment en troisième vœu. Ouais, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas avoir les premiers parce que c'était Ouais, trop dur en termes de points par rapport au score qu'eux avaient fait. Ou... exactement. Et donc, quelquefois c'est payant, quelquefois non, mais en tout cas, ça peut marcher. Moi, j'avais listé, du coup, je savais que j'avais eu pas mal de chance au concours, donc j'ai mis mon premier vœu dans le département où je voulais enseigner, que j'ai eu. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, mine de rien aussi à ce niveau-là. Du coup, tu vois, j'avais 24 ans quand j'ai eu mon concours. Et d'avoir un poste de directeur à 24 ans, est-ce que c'est venu est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ces responsabilités-là, jeune comme ça? En fait, je vais avouer que c'était assez stratégique, si tu veux. J'avais des copines qui faisaient ce vœu aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, tu avais deux choix qui s'offraient vraiment à nous. Tous les postes qui sont vraiment intéressants sont déjà pris par des collègues et souvent ils restent dessus des années et des années. Oui. Euh, Tu as notamment des postes en ville, par exemple. Il y a beaucoup d'enseignants qui veulent enseigner en ville, donc ces postes-là, c'est même pas la peine. Tu les as plutôt sur la fin de ta carrière généralement. Nous, on avait en fait deux possibilités. C'est soit tu prenais un poste sur 3 ou 4 écoles différentes en même temps, donc c'est-à-dire que tu avais un jour par semaine par école, soit tu prenais un poste de directeur d'école directement et tu étais sûr d'avoir ton poste à toi avec ta petite école, parce qu'en fait, c'est souvent des postes où il n'y a qu'une seule classe. Donc tu es directeur, mais tu es directeur de toi-même. Ok, donc toi, c'était plus dans une vision je veux rester dans la même école, je veux pas être fractionné. Alors aussi bien pour des raisons de transport que pour des raisons de suivi pédagogique. J'imagine que plusieurs équipes pédagogiques, ça veut dire plusieurs manières de travailler, ça veut dire qu'il faut que tu te réadaptes aussi à toutes les situations et toutes les réalités d'une école à l'autre. Ouais, c'est ça. Et toi, dans une décision stratégique de essayer d'éviter ça et d'avoir une école constante toute la semaine, Mhm. t'as vu ce poste de directeur, c'était pas une décision carriériste. Non, non, du tout. En fait, à la base, c'était vraiment un choix stratégique. Quand tu arrives sur un poste de directeur à 24 ans, effectivement, c'est hyper intimidant. Parce que tu as beau savoir que tu es ton propre directeur, en fait, ce que tu diriges, c'est pas tant tes collègues, puisqu'il n'y a pas de rapport hiérarchique, que l'administratif de l'école. Ouais. Et en fait, ça, tu le vois pas forcément au départ, parce que tu es jeune enseignant et que t'as pas forcément ces billes-là encore. Mais ce que tu vas te retrouver à faire, en fait, au quotidien, c'est beaucoup, beaucoup de paperasse. Ok. Et justement, me vient une question par rapport à ça. Sauf erreur de ma part, quand tu es directeur d'une école, tu as un jour de décharge, justement, pour t'occuper de toute la partie administrative. Ouais. Tu l'as dit toi-même, il n'y a que 2 classes, tu n'as qu'une seule collègue. Comment vous gérez le jour de décharge? Eh ben, en fait, moi, je n'ai pas de jour de décharge. En fait, si tu veux, ce jour de décharge, il apparaît à partir d'un certain nombre d'enseignants dans l'école. De mémoire, il me semble que c'est à partir de 4 collègues dans l'école. Là, tu as un jour de décharge par semaine. Je vais poser une question très naïve. Alors j'imagine que c'est... bon, déjà c'est une histoire de pratique, tout simplement, parce que ça doit pas être facile de trouver aussi des enseignants pour gérer les jours de décharge dans toutes les écoles. Ouais, tout à fait. Mais j'imagine qu'il y a aussi un raisonnement quelque part qui a dû fleurir de s'il y a moins d'enseignants, il y a moins de travail administratif transverse, autre que enseigner dans une classe. Du coup, il y a peut-être moins besoin du jour de décharge. À quel point avoir moins de collègues, c'est vraiment moins de travail administratif parce que tu as quand même tout l'administratif classique de l'école. Alors, tu as moins d'élèves, et il n'y a pas 250 élèves dans ton école, Bien sûr. mais tu as quand même toute la partie administrative de gérer les locaux, je sais pas, toutes les demandes de travaux avec la mairie, toutes les demandes de sortie scolaire, tu as quand même plein de choses à gérer administrativement. À quel point ce jour de décharge, tu trouves que c'est légitime de ne pas le donner quand c'est des toutes petites écoles comme la tienne? En fait, si tu veux, moi, quand j'ai commencé, il y a eu aussi un changement dans le bon sens. Je te dirais, au niveau des jours de décharge. Je te dis que j'en ai pas, mais en fait, ce que je n'ai pas, c'est des jours de décharge fixes. C'est-à-dire que dans la semaine, je suis toute la journée en classe. Ok. Quand j'ai commencé en tant que directeur, j'avais le droit à 4 jours de décharge par an. 4 fois dans l'année, il y avait un collègue qui venait me remplacer dans ma classe. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais dans le bureau de direction et je pouvais faire mes papiers. Ok. Désormais, en fait, et depuis qu'il y a eu
certaines situations très graves qu'on tirait la sonnette d'alarme, notamment le suicide de certains directeurs d'école. C'est lié à des burn-out, j'imagine. Ouais, tout à fait. On a décidé en fait, l'État a décidé de nous donner un jour de décharge par mois. Ok, C'est déjà un peu plus jouable en fait. Il y a 12 jours de décharge du coup. bah, c'est le triple. Voilà, exactement. Ça nous permet quand même de travailler plus sereinement, pour être honnête. Ah, c'est pas négligeable. Voilà. Après, la question que tu me poses, tu vois, elle est intéressante parce que effectivement, on pourrait s'imaginer assez naïvement quand on est en dehors de ce système-là que en fait, en fonction du nombre d'élèves que tu as dans l'école et du nombre de classes que tu as à gérer, tu as moins de travail administratif ou en tout cas, tu n'as pas le même. Je pense que tu en as effectivement une moins grande quantité, mais tu as exactement par contre les mêmes papiers à produire d'une école à l'autre. C'est-à-dire que si tu as une classe ou si tu as 12 classes dans l'école, bah, tu as toujours les mêmes papiers à produire, les mêmes tâches à effectuer que tes autres collègues. Ouais, t'as une partie non compressible qui est de toute façon identique partout. Ouais. Et après, effectivement, il y a forcément une partie variable en fonction du nombre de classes, d'élèves, de professeurs, etc. Mais il y a quand même cette partie non compressible que toi tu dois gérer, quoi. Ok. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des formations directeurs tous les ans, dans lesquelles tu peux rencontrer des directeurs qui ont énormément plus de classes que toi. Moi, par exemple, j'ai que 2 classes, mais j'ai des collègues qui ont 25 classes. Waouh. Ok, 25 dans une année à suivre. Ouais, c'est énorme. Et la moindre tâche administrative est énorme, quoi. Donc, tu te retrouves avec un tableau de suivi, par exemple, de chacun de tes collègues, qui est tout le temps affiché dans ton bureau, parce qu'il faut que tu saches à quel endroit est chaque collègue dans la journée, quoi. Est-ce que tu as des moyens de déléguer un peu ça? Je parle pas d'un point de vue pratique, parce que tu pourrais t'entendre avec des collègues, ou etc., mais d'un point de vue légal et structurel dans l'éducation nationale, est-ce que tu as des moyens de déléguer un peu ces choses-là quand tu es rendu à 25 classes, par exemple? Eh ben, il y a quelques petites choses qu'on peut déléguer, mais en fait pas tant que ça actuellement. C'est-à-dire que, à ma connaissance, en tout cas, la seule chose qu'on peut vraiment déléguer à ses collègues, c'est la coopérative scolaire. Ouais. Donc c'est les comptes de l'école. Parce que t'es pas obligé d'être le mandataire des comptes. Ça peut être quelqu'un d'autre qui se charge des comptes de l'école. Ok. Mais à part ça, malheureusement, pas grand-chose parce que on travaille avec un logiciel qui est attaché vraiment à ta personne de directeur. C'est-à-dire que quand tu te connectes sur le logiciel, tu utilises tes identifiants à toi. J'imagine derrière qu'il y a une contrainte de responsabilité légale aussi, puisqu'en tant que directeur, c'est toi qui portes la responsabilité légale de beaucoup de choses au sein de l'école. Tout à fait. Bah, ta signature, effectivement, a beaucoup de valeur, quoi. Ok. Ben écoute, on a fait un super bon tour de ton parcours pro et de plein de discussions autour de ton métier. Ben, on va continuer de rebondir sur plein de choses, sur plein de choses là-dessus. Bah, avec plaisir. Je voulais quand même d'abord te poser la question que je pose à tout le monde. Pour toi, c'est quoi le travail? Ben, en fait, moi, je pense que j'ai une vision très spéciale du travail. Je pense qu'il y a quand tu es dans l'éducation nationale, enfin, en tout cas, à ma façon, j'ai une vision du travail qui est assez différente, je pense, de beaucoup de gens. Moi, d'abord, en fait, ça m'intéresserait peut-être de revenir avec toi sur les raisons pour lesquelles je suis rentré dans l'éducation nationale. Parce que ça éclaire pas mal de choses derrière. Enfin, si tu es d'accord avec le projet. Normalement, je pose la question après pourquoi ce travail, mais si ça vient ensemble, évidemment, réponds aux deux en même temps, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Bah écoute, je pense que ouais, les deux se rencontrent en fait. Moi, en fait, j'ai une histoire assez particulière avec l'éducation nationale. C'est que je viens d'un milieu social qui est assez défavorisé à la base. Donc, c'est pas du tout le cas de la majorité des enseignants au niveau sociologique. Ok. Au contraire, on voit même en fait que la plupart des enseignants viennent de familles où il y a au moins un enseignant. Moi, je viens pas du tout d'un milieu où il y a des enseignants dans ma famille. Je viens d'un milieu ouvrier qui était assez défavorisé au niveau culturel. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai découvert à l'âge adulte et que j'ai découvert par le biais de l'école. Ok. Donc tu vois, pour moi, l'école, ça a vraiment une importance très très particulière parce que c'était l'endroit où j'apprenais des choses et où je découvrais des choses que j'avais pas l'occasion de voir à la maison. Ok. Et puis, pour rien te cacher aussi à ce niveau-là, parce que je pense que c'est important, je viens aussi d'un milieu dans lequel il y avait de la violence intrafamiliale. Et j'ai été assez marqué dans mon histoire par ça.
Et donc l'école, ça a aussi un attachement affectif très particulier parce que c'est l'endroit où j'étais en sécurité et l'endroit où je me sentais bien. C'est très intéressant que tu dises ça parce que je pense que c'est vrai pour malheureusement beaucoup de gens. Alors malheureusement, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent en sécurité dans le cadre scolaire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sentent en sécurité de dangers qu'ils peuvent vivre à la maison au quotidien dans le cadre scolaire. Par contre, je pense aussi qu'il y en a qui vivent l'inverse. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui vivent une insécurité et des traumatismes Ouais. à l'école. Donc c'est très intéressant d'avoir toi la vision inverse, de dire moi c'est là-bas que je me sentais en sécurité en fait. Ouais, exactement. Non, mais tout à fait. Et puis en fait, la réalité sociale que tu décris, elle est effectivement tout à fait vraie. D'ailleurs, c'est un combat que je mène aussi. Tu le sais parce qu'on a déjà échangé sur le sujet, mais Ouais. c'est un combat que je mène aussi en tant qu'enseignant, puisque je ne suis pas qu'enseignant, je suis aussi militant dans une association qui défend, qui protège les enfants. On peut donner le nom de l'association, je mettrai un lien éventuellement dans les descriptions. Moi je trouve ça toujours intéressant de mettre en avant. On va pas faire une aparté d'une demi-heure dessus, mais c'est très intéressant, je trouve, le travail que fait l'association. Donc je te laisse nous en parler, puis je mettrai des liens dans la description. Oui, bien sûr. Et ben, l'association pour laquelle je milite, c'est l'association Les Papillons, qui est une association, pour la faire courte, qui permet aux enfants de libérer leur parole, aux enfants victimes de toutes sortes de violences, de libérer leur parole par le biais de l'écrit. Donc ils installent des boîtes aux lettres dans les structures partenaires et par le biais de ces boîtes aux lettres, on peut mettre des mots à l'intérieur de la boîte aux lettres et ils sont récupérés par l'association pour demander à la structure partenaire de les traiter par la suite et de faire soit des informations préoccupantes, soit des signalements au procureur de la République. Et donc c'est censé déclencher pas mal de choses pour protéger les enfants. Ok, des sujets vraiment pas faciles, mais très importants. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, moi j'ai été confronté effectivement enfant à cette violence-là et voilà, comme je te disais, c'était l'endroit où je me sentais bien, l'école, et ça continuait à être l'endroit où je me sens en sécurité, même aujourd'hui adulte. Il y a mon foyer effectivement, mais il y a aussi l'école qui a à peu près la même valeur en fait dans mon esprit. Donc c'est pas pour rien, je pense, si je suis devenu enseignant. Il y a vraiment un attachement très très fort à l'école et c'est aussi un attachement qui perdure avec le temps et c'est pour ça aussi que je la défends bec et ongle, en fait, cette école en laquelle je crois. Ok, je pense qu'on peut vraiment dire que tu fais partie de ces gens qui ont ce métier vocation. Ouais, mais je pense aussi. Il y a vraiment ce truc c'est pas juste il faut un travail, c'est ce travail et j'ai un truc à défendre au travers de mon parcours et de mes idéologies et de ce que je veux défendre pour la société à travers ce travail. C'est tout à ton honneur, bravo. Ah bah, écoute, je te remercie. Mais effectivement, je pense que tu vois, tu me demandais tout à l'heure si j'avais eu un plan B au cas où je ratais mon concours. Mm. Et en fait, non, absolument pas. C'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question. T'aurais continué quoi du coup? T'aurais refait une année de master? Ouais, je pense que j'aurais recommencé. En fait, après, bon, peut-être que à force de le rater, j'aurais décidé de faire autre chose, mais. Bah, c'était pas tellement le plan B dans ce sens-là. C'est plus souvent pour connaître des gens qui ont passé le concours et qui ont pu le rater une ou plusieurs fois d'ailleurs. Mm-hmm. C'est plus l'intervalle de temps qui se passe entre le moment où tu vas réessayer d'avoir le concours. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Et il y en a effectivement qui reprennent une année d'études. Il y en a qui vont se chercher un travail. Il y en a qui vont je sais pas, prévoir un plan B, un plan C, un plan D, peu importe, il y a 1 million de manières d'occuper ce temps-là. Toi, le plan, c'était de reprendre une année d'études pour pouvoir réessayer de toute façon d'avoir le concours. Ouais, exactement. Alors après, peut-être que tu vois, j'aurais été freiné par des conditions financières, parce que venant d'un milieu un peu défavorisé, ça aurait été compliqué. J'avais aussi, tu vois, une sorte d'attachement à l'école parce que c'est l'école qui m'a permis de faire des études aussi. C'était l'époque où en fait il y avait des bourses qui étaient offertes aux étudiants pour pouvoir faire des études, où toutes les places à la fac, elles étaient libres, elles étaient de droit en fait. Tu rentrais à la fac de droit. Tu n'avais pas de Parcoursup à l'époque où je suis rentré à la fac. En tant que vieux, j'ai appris ça récemment parce que je ne m'étais pas intéressé à la réalité de Parcoursup et de tous les changements. Mais effectivement, pour moi, en fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est que la fac, c'était de toute façon, les portes sont ouvertes. Tu veux étudier, les portes sont ouvertes. Oui, c'est ça. Quand j'ai appris qu'il y avait un nombre de places limitées à la fac, j'ai l'impression d'avoir... Alors moi, j'ai pas été à la fac personnellement, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu
en tant que Français, ce truc qu'on avait de toute façon, il y a la fac en fait, si tu veux étudier. Ouais. Non, mais on a vraiment perdu quelque chose. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment essentiel, quoi. Et je pense que c'était un bien commun qui malheureusement est plus là, quoi. Tu vois, il y avait aussi des choses qui étaient mises en place à l'époque où j'ai passé le concours pour les enseignants qui voulaient devenir, enfin pour les futurs enseignants. Il y avait une bourse très spéciale de laquelle moi j'ai bénéficié, qui s'appelait l'emploi à venir professeur. Ok. N'existe plus du tout aujourd'hui. Il permettait en fait de suivre 12 heures de formation à l'école. Donc tu pouvais aller dans une école de ton secteur pendant 12 heures par semaine et tu étais rémunéré pour ce travail que tu faisais auprès des enseignants. Donc ça permettait aux enseignants d'avoir quelqu'un à qui enfin une petite main quoi, à qui demander des petites choses dans la journée. Et toi, tu étais rémunéré pour ça à hauteur de 900 euros par mois. Donc c'était bien payé. Ouais, ce qui aide quand même énormément. Puis 900 euros il y a 8 ans, c'est pas la même chose que 900 euros aujourd'hui. Tu vois, ça te permettait de faire tes études sereinement, en fait, et de pas avoir à aller bosser chez McDo, quoi. Ça allège énormément. Ouais. Ok, je vais poser la question, mais je pense que tu y as déjà quand même grandement répondu. Mhm. Pourquoi tu travailles? Eh ben, tu vois, je travaille parce que je pense que euh, c'est lié à mon parcours de vie, quoi. En fait, j'étais dans une situation qui était vraiment compliquée quand j'étais enfant, et l'école, ça a été mon moteur, et ça a été l'endroit où je me donnais à fond parce que je m'oubliais aussi un peu là-dedans. Donc, à la base, l'école, c'est ça, et à la base, ma vision du travail, c'est un peu ça. Ça s'est évidemment transformé au fil du temps, mais en fait, l'éducation nationale, c'est vraiment. Enfin, l'enseignement, c'est un boulot dans lequel je m'épanouis énormément parce que je construis énormément de choses pour ma classe. Et en fait, quand tu es enseignant, je pense, tu penses rarement à autre chose. Tu as toujours une partie de ton cerveau qui est connectée à l'école, en fait. Est-ce que je peux me permettre de dire que quelque part, t'es jamais vraiment sorti de l'école? Ouais, exactement. Mais j'allais te le dire, en fait. Tu vois, je pense que on m'a montré la porte de sortie et j'ai préféré rester. Comment ça, on t'a montré la porte de sortie? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu vois, on m'a dit effectivement, tu vas faire des études et puis tu auras un boulot après. Et moi, j'ai décidé de rester bien au chaud dans l'école, quoi. Ok, il n'y a pas eu de gros non plus. Ok, maintenant que tu as ton master, tu pourrais faire tel et tel métier, va faire autre chose. Non, non, ok. C'est ça. Moi, je suis vraiment resté dans ce monde-là qui me rassure, quoi, que je connais bien aussi. Ouais, ok. Tu nous as dit beaucoup, beaucoup de bonnes choses sur ton travail, malgré des points négatifs hein, de choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail? Ce que j'aime le plus, c'est, tu t'en douteras, hein, j'imagine, mais être face aux enfants, en fait. Il y a quelque chose qui se passe quand tu es en salle de classe qui, je pense, ressemble un peu à ce que tu peux expérimenter quand tu es sur scène au théâtre. Tu enfiles ton masque et voilà, t'es sur scène, quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre du show, un peu même, qui peut se mettre en place. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'anime ma classe. Donc, il y a vraiment quelque chose, voilà, de cet ordre-là. Tu joues un personnage un peu ou... Pas forcément. En fait, je pense que ça révèle même plutôt pour être honnête, le meilleur de ce que je peux donner, je pense. Ok, Il y a même des choses que j'aimerais pouvoir transférer dans mon quotidien en rentrant à la maison, en fait, ouais. de ce que je suis en classe. J'ai une pédagogie aussi, si tu voudras peut-être y revenir tout à l'heure, mais une pédagogie qui est peut-être un petit peu différente de celle de mes collègues et ça joue beaucoup, ouais. Ah, écoute, tu peux digresser, vas-y, on t'écoute. En fait, je travaille avec des pédagogies émancipatrices. Donc, j'ai pas forcément ciblé une pédagogie en particulier, peut-être plus freinée que les autres. Donc, la pédagogie de Célestin Freinet, c'est une pédagogie en fait qui offre aux enfants de devenir autonomes et acteurs de leur propre apprentissage. Donc en fait, c'est une pédagogie dans laquelle le maître va se mettre au niveau de ses élèves. Ça date d'une époque où les maîtres d'école étaient encore sur des estrades et où ils mettaient des coups de règle. C'est vrai qu'il y a eu ça. Voilà, donc où l'école était malheureusement violente envers les enfants. Et en fait, Célestin Freinet, dans ce cadre-là, dans ce contexte d'école-là, décide de faire complètement différemment de ses collègues. C'est assez courageux pour l'époque. On parle de quelle année, là, à peu près? Les années 60 à peu près. Ok. Et en fait, il décide de faire enlever l'estrade de sa classe pour physiquement se mettre au niveau de ses élèves. Ça, c'est déjà un geste très très fort. Et donc, c'est une pédagogie dans laquelle tu vas plutôt travailler en coopération avec tes élèves. Donc, tu vas par exemple monter des conseils coopératifs avec tes élèves.
dans lequel tu as un vote qui vaut la même chose que tes élèves. Et ce conseil coopératif, c'est vraiment le cœur de la classe. Donc c'est là où tout va se décider concrètement, c'est-à-dire les projets de sortie, les façons de gérer les conflits entre élèves, les façons de gérer les apprentissages. Par exemple, les élèves, tu vois, dans ce genre de conseils, peuvent reprendre le maître en lui disant, voilà, par exemple, quand on a fait des problèmes de maths, le maître nous a pas donné assez de temps pour faire les problèmes. Ok. Mais toi qui es dans une toute petite école, j'imagine qu'il y a beaucoup de niveaux au sein de ta classe. Est-ce que c'est pas un peu difficile justement d'agrémenter avec tout ça? Pas plus que ça, parce qu'en fait, si tu veux, on est en école de classe, mais on est en regroupement avec d'autres écoles du secteur. Ok, Tu vois, on est en RPI, c'est-à-dire qu'on va avoir une école qui prend en charge les maternelles. Nous, on a les grandes sections CP dans la classe de ma collègue et moi les CE1, CE2. ok, Et ensuite, ils partent dans une troisième école pour faire le CM1, CM2. ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est la première pédagogie, tu vois, de laquelle je m'inspire. Et puis, il y en a une autre qui me plaît beaucoup, qui est la pédagogie des opprimés. Donc déjà, j'aime beaucoup le nom de cette pédagogie, Ouais, qui est une pédagogie portugaise, qui vient voilà, de Paulo Freire. Alors, je ne sais pas si je le prononce très très bien, mais c'est pas grave. Qui est un pédagogue brésilien même, qui en fait pose un constat qui, moi, me frappe dans certaines écoles dans lesquelles j'ai pu aller, qui est que l'enseignant souvent va tisser avec son élève une relation lui, il appelle ça, je crois, un modèle bancaire de l'éducation. C'est-à-dire que tu as l'enseignant d'un côté, avec toutes les pièces, et puis de l'autre côté, tu as l'élève, qui est une tirelire vide. Et toi, tu vas mettre des pièces dans la tirelire. ok, dans ce sens-là. J'étais en train de me dire, je comprends pas trop le parallèle capitaliste banquier avec le tout, mais oui, ok, dans ce sens-là, c'est super intéressant, ouais. Tu vois, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'élève est vide de toute connaissance quand il arrive en classe, et qu'en fait, toi, investi d'une connaissance supérieure, quoi, tu vas venir remplir cet élève de connaissances, quoi. Ok, Et il y a quelque chose d'absolument affreux là-dedans. Donc lui, il part de ce constat-là pour le déconstruire et puis essayer de remettre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire permettre à l'élève d'exprimer ses connaissances et d'en faire profiter même toute la classe. C'est aussi ce que fera Célestin Freinet à son époque en faisant par exemple un moment quad neuf, c'est-à-dire que tu as un moment où les élèves viennent exposer ce qu'ils ont vécu ou une connaissance qu'ils ont pour essayer de la transmettre à d'autres élèves. ok, le but, c'est de réussir à faire comprendre aux enfants qu'il n'y a pas que le maître dans sa position ou la maîtresse Ouais. qui est capable d'apprendre des choses aux autres, mais qu'eux-mêmes sont déjà capables d'apprendre des choses aux autres Ouais. et qui, eux, sont capables d'apprendre de leur père. Exactement. Et en fait, tu as des relations de tutorat après qui peuvent se mettre en place. Enfin, tu as toute une harmonie qui se met en place dans la classe qui est très très agréable et très, très belle même à observer, quoi. Donc voilà, je m'inspire de tout ça et on travaille selon des modalités qui sont un peu particulières puisque chaque élève a un plan de travail particulier. Donc c'est lui-même qui décide de ses objectifs de la journée. On est obligé tout de même de faire, tu vois, du français et des maths dans la journée, hein. C'est cadré. Ouais, il y a le programme à suivre, j'imagine. Voilà. Mais chaque élève va décider à la journée, voire à la semaine, comment il va organiser son plan de travail. Voilà. Ok, donc là, on est sur une grosse description de toute la partie que t'aimes le plus. Donc Ouais. vraiment l'apport de cette pédagogie aux enfants. Est-ce que t'aimes le moins, ça serait quoi? Ce que j'aime le moins, c'est avoir à gérer des situations de violence intrafamiliale. Ouais. C'est des choses qu'on observe énormément. Enfin, moi, je suis vraiment omnubilé par ça, quoi. On a énormément de violence intrafamiliale. Pour donner un ordre d'idée, je fais entre 7 à 10 informations préoccupantes ou signalements par an. Sur une école de combien d'élèves? Bah, très peu, en fait. Malheureusement, hein, tu vois, on accueille 45 à 50 élèves. Ok, donc le ratio est énorme. Ouais, ouais. Et en fait, c'est à mettre aussi en rapport avec la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les fessées, Ouais. les claques, qui sont déjà de la violence, évidemment, et qui sont condamnées, hein, d'ailleurs,
par la loi, mais en fait, tu vois, on observe qu'il y a 85% des parents qui le font quand même, hein. Est-ce que tu penses que ces violences-là, il y en a plus ou moins qu'avant, ou est-ce que tu penses que c'est surtout notre regard en tant que société Ouais. qui a évolué et du coup on en dénonce plus? Ouais, bien sûr. Non, non, effectivement, elles ont toujours été là, hein, et en fait, c'est vraiment le regard qui a changé. Et on peut faire exactement, tu vois, le même parallèle avec, les violences, sexistes, et sexuelles, qui étaient déjà là, qui ont toujours été là, mais qui étaient pas dénoncées autrefois. Ouais. C'est la même logique. Oui, il y a vraiment ce fameux avant et après MeToo en fait. Ouais, ah mais tout à fait. Ouais, exactement. Ok, donc on peut, si on essaye de voir le côté positif des choses dans cette situation dramatique, on peut espérer que le fait que le regard change et qu'on dénonce de plus en plus souvent, ça devrait, dans un monde idéal, amener à une amélioration de la situation dans le futur. Ouais, mais je pense, hein, j'en suis convaincu et je pense que c'est ce qui me fait tenir aussi, tu vois, à long terme. En fait, je me dis que c'est vraiment une situation transitoire. C'est le temps que la société évolue, que les regards changent. Ouais, on est dans la phase de prise de conscience. Ouais, exactement. C'est ça la violence de la phase aussi, malheureusement. Mais... Mm. Tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux rencontrer des parents qui sont auteurs de ces violences-là et avec lesquels, parfois, tu arrives à avoir un lien, un contact qui fait que tu peux avancer avec eux sur ce sujet-là, quoi. Il y a des gens qui sont ouverts au dialogue quand même, qui comprennent pas forcément comment faire autrement, parce que eux-mêmes ont été élevés dans ces violences éducatives ordinaires. Ouais, il y a de la reproduction, il y a du conditionnement de société, parce qu'on a tous plus ou moins été éduqués dans ce système où, bah, en fait, Bien sûr. c'était normal. C'était normal, en fait. À l'époque, il n'y avait rien de choquant. C'était comme ça que ça se passait. Ouais, c'est ça. Et puis changer de regard sur comment tu as construit ton logiciel de vie, c'est pas forcément évident non plus. Hein. Non, c'est pas simple. Et tu vois, là, les programmes de l'éducation nationale évoluent à la rentrée, c'est-à-dire Ouais. on a une section éducation à la vie affective et sexuelle. Alors chez nous, pas sexuelle, juste à la vie affective. Chez nous en France ou chez nous dans ton école? Chez nous, pardon, dans le premier degré, c'est-à-dire jusqu'au CM2. Ok. À partir du secondaire, en fait, tu as effectivement éducation à la violence, éducation, pardon, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous autorise à faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire simplement avant, c'est-à-dire faire venir des professionnels de santé à l'école. Ça, tu pouvais pas le faire très facilement parce qu'il fallait des autorisations spéciales. Donc au niveau administratif, c'est toujours très très lourd. Faut justifier avec un dossier pourquoi tu les fais venir, c'est quoi le cadre pédagogique, etc., etc. Alors que là, forcément, vu que ça vient dans le cadre du programme, j'imagine que c'est beaucoup plus facile à justifier. Ben, c'est ça. Et d'autant plus que tu as des mots intéressants qui sortent de ce programme, puisque tu as le mot de consentement qui est employé dans les programmes, ce qui est une énorme avancée, puisque on a des très très gros problèmes avec cette notion de consentement à l'école, notamment vis-à-vis des parents. En fait, les enfants s'en emparent très facilement. Ils sont d'ailleurs très rapidement d'accord sur ce point de consentement. Les parents, par contre, le vivent comme une vraie violence. Est-ce que c'est rapport à l'autorité du parent vers l'enfant? Ouais, totalement. Tu vois, par exemple, un enfant qui va te dire j'ai pas envie d'avoir un bisou, Oui. faut que tu respectes mon consentement. Et ben pour un parent, c'est une violence. Ouais. Tu vois, alors que en fait, c'est son corps, donc il a le droit d'en décider. Ouais, et puis là, on en revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes en fait, on a tous, en tout cas, une grosse partie, été éduqués dans ce mode de vie-là. Et en fait, pendant très longtemps, pour beaucoup, et encore pour beaucoup aujourd'hui, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Je vois pas ce qu'il y a comme problème. Ouais. Ça prend un effort et du temps de venir déconstruire Bien sûr. ce statut, en fait, de bah, c'est comme ça que ça se passe. Alors qu'en fait, on a le droit de se poser la question. Ouais. Ce qui peut être un peu agaçant, si tu veux, dans cette avancée sociale, enfin le contre-coup, si tu veux, de cette avancée sociale, c'est que c'est inscrit au programme, c'est inscrit dans la loi, mais en fait, il y a très très peu de moyens qui sont organisés pour éduquer les parents. Oui. Et ça, c'est très compliqué. Alors, nous, en tant qu'école, on s'en empare et on essaye tu vois, à la rentrée, je vais essayer de faire venir tous les mois des professionnels de santé pour faire des conférences dans mon école à destination des parents, parce que je pense que c'est à nous de nous en emparer aussi.
Après, j'imagine que c'est de toute façon à quel point il y a des parents qui vont venir, et puis est-ce que c'est pas toujours le même profil de parents que tu vas voir venir sur ce genre d'événement? C'est ça, malheureusement si. Hein. Et en fait, t'as que 2 moments dans l'année où tu peux vraiment avoir quasiment tous les parents, c'est la réunion de rentrée. Donc là, je vais la faire de manière conjointe avec une spécialiste du sujet. Je te dirais que tu es déjà chanceux parce que chez nous, la réunion de rentrée, clairement, s'il y a 40% des parents de la classe, c'est une grosse réunion de rentrée. Ah ouais, tu vois, ouais, ça dépend effectivement des secteurs. Hein. J'ai pas l'explication, j'en ai pas parlé avec l'équipe de l'école. Je pense à mon niveau parce que c'est souvent des deuxième enfants ou troisième enfants qui connaissent déjà la maîtresse, qui connaissent déjà l'école et qui se disent ok, ben je travaille, peu importe, j'ai une réalité de vie qui fait que c'est pas facile de se libérer, je connais déjà, je vais pas y aller. Ouais, bah oui. Non, mais effectivement, ça s'entend, tout à fait. En fait, t'as ce moment-là, et puis après, t'as la fête de l'école, qui souvent amène énormément de monde. Mais c'est pas trop le moment de faire ça, quoi. Clairement. Mais bon, tu vois, en tout cas, on essaiera. On verra ce que ça donne. Et cet épisode dure déjà presque 1 heure. Je vais devoir le séparer en 2 pour éviter d'avoir un épisode trop long et indigeste à écouter. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la semaine prochaine, plutôt que dans 2 semaines, pour écouter la suite et la fin du témoignage de Furvan. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!